Lettres mélomanes 2020-11. Nous commençons par Lydia Auster, un concerto pour piano datant de 1952. Alors c'est une œuvre moderne, mélodique certes, mais très cacophonique. Une particularité de ce concerto numéro 1 en G majeur, je précise, c'est une très grande différence entre le premier mouvement et les autres mouvements. Autant le premier mouvement est très désagréable, dissonant et inutilement, autant le troisième mouvement apporte des éléments intéressants, et en particulier on peut dire qu'il correspond à ce que peut être un troisième mouvement de concerto, disons, normal. Et on y trouve même une écriture virtuose où toutes les dissonances qu'on trouvait dans le premier mouvement ont disparu. Une certaine variété de motifs, un rythme qui est enlevé. Même chose pour le deuxième mouvement, qui présente une thématique intéressante. Alors néanmoins, sur l'ensemble de concertos, on ne peut pas dire que les qualités que j'ai citées pour les deux derniers mouvements soient suffisantes pour atteindre 2 étoiles. Donc c'est un concerto d'intérêt tout de même relativement mineur. Alors nous continuons avec Vladimir Dukalski, un concerto pour piano. Alors c'est un concerto moderne qui a dû être écrit dans les années 1950 environ, mais je n'ai pas exactement la date de composition. Alors une œuvre très composite qui est très mélodique souvent, mais qui est très moderne par ses harmonies. Alors le soliste est dans l'extrême aigu, et cet extrême aigu a au moins un intérêt, c'est qu'il permet de gommer dans une certaine mesure les superpositions qui ne sont pas très harmonieuses. Et il y a parfois donc des traits assez volubiles, même une grande virtuosité. Donc un concerto avec des caractéristiques qui sont tout de même assez paradoxales. Il y a des passages excellents, mais malheureusement l'ensemble est détruit par ce parti pris moderniste, et en particulier une orchestration qui est arrogante, qui est stridente, avec des superpositions qui sont totalement inutiles, donc à base de percussions. Alors c'est ce genre de concerto, mais il en existe un grand nombre comme ça, qui mériteraient d'être réécrits pour en éliminer les éléments négatifs, c'est-à-dire les disharmonies gratuites qui peuvent le gâcher. Alors voilà, 1 étoile pour ce concerto de Vladimir Dukalski. Et nous en arrivons à une symphonie de Joly Braga Santos, José Manuel, symphonie numéro 4, opus 16, datant de 1933. Alors c'est une très belle symphonie, même on peut dire une grande symphonie, et le compositeur a réalisé une synthèse du post-impressionnisme debusséen. Néanmoins, selon un style un peu différent, on n'y trouve pas les fondus propres à Debussy, on y trouve un style beaucoup plus brut, volontairement brut. Et il y a également l'influence de Sibelius, des traces de Wagner, et en particulier quelques traces de Rimsky-Korsakov. Alors le style consiste à déstructurer la ligne mélodique au maximum, et ce sont des cellules qui s'enchaînent sans lien véritable. Alors il y a une très grande puissance lyrique, c'est une autre différence avec Debussy ici, une très grande puissance lyrique qui s'affirme notamment par des crescendos très impressionnants. Et les percussions sont employées à bon escient, et elles induisent justement cette puissance lyrique, et elles communiquent un aspect brut très particulier à ce symphonisme. Donc aspect brut qui ne choque cependant jamais. Alors, de nombreux passages absolument sublimes, en particulier dans le premier, le deuxième mouvement, mais malheureusement, on a certaines parties un petit peu plus faibles, et en particulier, il y a un motif
dans le troisième et le quatrième mouvement, qui n'est pas en accord, à mon avis, avec la thématique d'ensemble de la symphonie. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu mettre 4 étoiles à aucun des mouvements pour cette raison-là, mais c'est tout de même une très grande symphonie qui affirme 3 mouvements excellents. Et donc, une œuvre que le mélomane, à mon avis, doit absolument connaître. Knecht Justin Heinrich, le portrait musical de la nature, symphonie pastorale, une symphonie qui date de 1783, donc fin du XVIIIe siècle. Alors dans l'ensemble, c'est une symphonie qui trahit un symphonisme assez primaire, qui est un peu engoncé, lourd, mais qui est en réalité assez conforme à son époque et qui serait peut-être même plutôt en avance ou tout au moins en adéquation avec l'époque et donner ces caractéristiques un peu négatives que je viens de dénoncer, ça serait un peu dommage. Il faut considérer les parties et c'est une symphonie qui présente en certaines parties des qualités tout à fait appréciables et une grande originalité. Et il y a d'excellentes parties qui peuvent préfigurer le symphonisme de Dittersdorf ou de Beethoven. Alors le deuxième mouvement en particulier est très original, c'est presque une page d'harmonie pure qui est ponctuée par quelques accords. Le premier mouvement, lui, est très caractéristique du style d'une symphonie pastorale, mais il est à mon goût tout de même très monocorde. Alors, quant au troisième mouvement, eh bien, c'est un très bon mouvement qui présente des contrastes très saisissants et qui veut représenter, me semble-t-il, un orage. Donc voilà pour cette symphonie qui est réussie en partie, mais qui porte tout de même la marque de l'époque, c'est-à-dire des caractéristiques tout de même encore très primaires en ce qui concerne le mélodisme. Donc voilà, j'ai mis 2 étoiles pour le deuxième, le troisième mouvement. Et une symphonie tout de même que le mélomane doit connaître à mon avis. Platon Georgios, Rhapsodie grecque datant de 1980, une œuvre pour piano et orchestre. Alors c'est une œuvre qui doit son intérêt principalement pour la partie pianistique qui rappelle tout à fait les grandes heures du romantisme et un niveau de virtuosité très élevé, et notamment pour la partie en solo qu'il y a dans la deuxième partie de l'œuvre. Alors l'orchestration, elle, c'est une orchestration qui est plus conventionnelle, à base de cordes, mais qui reste tout de même très convenable. Alors quel est l'élément négatif, malheureusement, qui vient un peu gâcher cette rhapsodie? Eh bien, c'est un certain degré de cacophonisme, notamment entre le piano et l'orchestration. Cela détruit un peu le lyrisme de cette rhapsodie. Une particularité très intéressante, c'est que la thématique, qui est tout de même assez dense, est établie sur des motifs à forte coloration russe et parfois un peu à coloration médiévale. Et il me semble que l'on discerne là aussi dans cette œuvre une certaine influence de Rimsky-Korsakov et peut-être de Liapunov, ou tout au moins une convergence. Donc une œuvre qui présente un contenu qui pourrait lui valoir largement de la mention d'excellence, oui, mais il y a tout de même ce désagrément concernant le traitement harmonique qui fait que j'ai concédé seulement 2 étoiles pour cette œuvre. Rangstrom Tur, symphonie numéro 3, Invocatio, c'est une œuvre pour orchestre. Alors, cette œuvre donc correspond très bien à l'argument qu'elle propose, puisqu'on a une atmosphère mystique qui est
marquée par des éléments cataclystiques à l'orchestre, dans le sens moderne, et surtout l'intervention de l'orgue dans le troisième mouvement. C'est un peu comme pour toutes les œuvres de ce type, qui sont souvent des commémorations, c'est-à-dire qu'elles ne parviennent que très rarement à provoquer l'intérêt du mélomane. Alors ici, on a tout de même en plus un certain cacophonisme qui est dû au parti pris moderniste, et alors notamment dans le dernier mouvement. Alors il faut reconnaître des subtilités symphoniques très réelles, alors en particulier l'accompagnement de la mélodie dans le deuxième mouvement. Alors c'est une mélodie qui est d'intérêt relativement moyen, mais qui est très très bien rehaussée par l'environnement symphonique. Voilà. Alors on peut considérer au final tout de même que les deuxième mouvement et troisième mouvement sont assez denses thématiquement et qu'ils correspondent à une relative réussite. C'est la raison pour laquelle je leur ai accordé 2 étoiles. Voilà pour cette lettre mélomane 2020-11. Merci de m'avoir écouté.